Bonjour à tous, je suis Adrien, médecin apprenti philosophe, et vous êtes dans le cœur d'Hippocrate. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre sur la thématique que nous avons abordée la fois précédente autour de l'euthanasie, en vous proposant quelques clés de réflexion face à une demande de mort. Comment analyser et accompagner une demande d'euthanasie? Avant de commencer, j'aimerais dédramatiser, en vous rappelant que les vraies demandes d'euthanasie sont rarissimes. Certes, la question de l'euthanasie est dans toutes les têtes, mais surtout du fait de sa surmédiatisation. Ce n'est vraiment pas le quotidien de nos services de soins palliatifs. La dernière étude qui a évalué les demandes d'euthanasie, l'étude DESA, pour demande d'euthanasie et de suicide assisté, a été menée en France de 2014 à 2017 par un groupe de recherche en soins palliatifs missionné par le Défenseur des droits. Cette étude rapporte seulement 31 demandes d'euthanasie sur plus de 2000 patients accompagnés dans 5 unités de soins palliatifs de Bourgogne-Franche-Comté et au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, qui est la plus grosse unité de soins palliatifs parisienne. Donc 31 demandes sur 2000 patients, ce qui fait une fréquence de demande à moins de 0,02%, soit un patient sur 200. Donc ce n'est vraiment pas la majorité des personnes. Et heureusement. De plus, les auteurs rappellent dès les premières lignes du rapport que ces demandes étaient pour la plupart ambivalentes, labiles, instables. C'est-à-dire que la personne changeait fréquemment d'avis et n'était pas sûre de son souhait. D'autre part, la pratique terrain nous apprend que la plupart des demandes de mort cachent souvent d'autres motifs. Demande d'être soulagé d'une douleur ou d'un symptôme d'inconfort. Demande d'être pris en charge, d'être pris en soin tout simplement. Et parfois d'être écouté, considéré. Rares sont les membres de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui maintiennent jusqu'au bout leur souhait d'être euthanasiés et font le déplacement en Suisse, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont très rares, et ils ne justifient pas un tel parasitage du débat autour des soins palliatifs dans leur développement d'ensemble. D'autre part, à la lecture du rapport SICAR de 2012 et de tous les autres rapports qui ont suivi, la conclusion est sans appel. Il en ressort un très faible développement de la démarche palliative en France et une mauvaise connaissance des précédentes lois sur les soins palliatifs. Retenez donc ces 3 points. Premièrement, très faible fréquence des demandes d'euthanasie. Deuxièmement, grande notion d'ambivalence. Et troisièmement, très faible couverture palliative. Alors, à la lueur de ces 3 points, je vous pose donc la question: quelle est la véritable réflexion que doit mener la France dans ces prochaines années? Doit-elle légaliser l'euthanasie ou doit-elle s'employer à mieux faire connaître les précédentes lois, et notamment la loi Claeys-Leonetti de 2016, et renforcer le développement des soins palliatifs? Devons-nous saturer les médias et prendre toutes les têtes avec cette question d'euthanasie, alors que nous n'évoquons que trop rarement le fond du problème, le gros du travail à mener, qui est de poursuivre le développement des soins palliatifs et poursuivre la modification du regard que porte notre société sur la mort, la souffrance et l'accompagnement des plus fragiles. En tant qu'acteur de terrain, la réponse est claire. Il est urgent de donner les moyens aux soins palliatifs de se répandre partout en France, pour que nous puissions proposer à tous les Français et toutes les Françaises le soulagement de leur souffrance, un accompagnement global et humain qualitatif. J'ai passé 10 années au chevet des patients en fin de vie, à l'hôpital, au domicile et en maison de retraite. Et je constate quotidiennement le manque de moyens humains, matériels et financiers pour permettre un accompagnement optimal des personnes qui souhaiteraient mourir chez elles, dans un confort qui leur permettrait de rester à domicile et de ne pas terminer aux urgences ou à l'hôpital pour vivre leurs derniers instants. Je constate quotidiennement le manque de moyens humains, matériels et financiers pour accompagner dignement les personnes en fin de vie et pour que justement ces personnes ne soient pas tentées par l'euthanasie. Personnellement,
Je m'autoriserai à ouvrir ce débat sur l'euthanasie lorsque les chiffres de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, ou encore les chiffres du CNF-PVS, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, que ces chiffres m'indiqueront une couverture en soins palliatifs de 100% et non de 30%, comme ce qu'il ressort aujourd'hui des derniers rapports. Actuellement, seuls 3 Français sur 10 qui souffrent et qui se meurent bénéficient d'un accompagnement en soins palliatifs, d'un accompagnement sur leur confort. C'est une aberration. 3 Français sur 10. À la lecture de ces chiffres, et sur le terrain, je suis à ce propos même étonné qu'il n'y ait pas davantage de demandes d'euthanasie. Et je tiens donc à saluer le courage des Françaises et des Français qui vivent la souffrance, qui traversent l'épreuve de la maladie avec force, courage, acceptation, abandon, et qui meurent dans de telles circonstances, sans avoir eu recours à des soins palliatifs, à une expertise pour améliorer leur confort, à tout un système d'accompagnement global qui leur aurait permis d'être restaurés dans tout leur être, de trouver confort et réconfort. Il est donc urgent de développer les soins palliatifs pour ne pas faire la même erreur que les Pays-Bas. Souvenez-vous des paroles du ministre de la Santé néerlandais, qui a autorisé la légalisation de l'euthanasie dans son pays et qui, a posteriori, éprouvait un profond remords en constatant le ralentissement du développement des soins palliatifs, du fait de cette possibilité d'euthanasie. L'euthanasie, finalement, c'est la voie de la facilité, de la simplicité. On appuie sur un bouton et exit ce patient qui se plaint. En effet, ne soyons pas hypocrites ni utopiques. Si l'euthanasie devient possible, il y aura des dérives. Car l'euthanasie, finalement, c'est très simple. Un produit toxique dans une seringue, un pouce qui presse un piston. Alors, une fois légalisé, nous serons rattrapés par le « à quoi bon ?» Pourquoi faire compliqué quand nous pourrons faire simple? En effet, les soins palliatifs, ça demande du temps, une véritable expertise technique et humaine, un travail en équipe. Oui, c'est plus long à déployer, il faut se former, mais le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle philosophique et anthropologique. Alors mettons-nous au travail. Œuvrons ensemble, soignants et non soignants. Les patients ont besoin des soignants, mais les soignants ont besoin du concours de la société civile, des bénévoles, des voisins, pour durer, pour créer ce réseau d'accompagnement qui permettra de remettre au cœur de nos préoccupations le travail sur la souffrance de nos voisins, sur la souffrance de nos proches, et de notre propre souffrance finalement. Oui, œuvrer pour les soins palliatifs aujourd'hui, c'est travailler à notre propre confort. Investir dans les soins palliatifs, c'est investir dans le processus d'accompagnement qui nous accompagnera à notre tour dans quelques années. Car cela nous concernera tous un jour, tôt ou tard, le plus tard possible, je l'espère pour vous. Cependant, en attendant que les soins palliatifs rattrapent leur retard de développement en France, certaines personnes, aussi rares soient-elles, nous feront une demande de mort. Alors, comment analyser une telle demande? Je vous propose une analyse en 4 temps. Premier temps, accueillir, écouter et clarifier la demande d'euthanasie. Reformuler avec le patient. Souhaite-t-il mourir ou bien souhaite-t-il être soulagé d'une douleur insupportable, être écouté, rassuré, ou bien arrêter certains traitements trop lourds et trop mal tolérés? La mauvaise réaction serait de répondre en fermant la discussion. Non, monsieur, cela ne sert à rien de nous demander de vous euthanasier, nous ne pouvons pas. Point final. Le simple fait d'accueillir la demande de la personne, de l'écouter et de clarifier ensemble pour évaluer ce que veut réellement dire le patient à travers sa demande, est déjà un pas de géant qui permet dans la plupart des cas de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande de mort, mais plutôt d'un appel au secours, d'un appel aux soins, d'un appel à la vie. Donc premièrement, écouter, accueillir et reformuler. Deuxièmement, face à toute demande de mort, il faut donc se lancer à la recherche des facteurs associés, à la recherche d'une cause organique, psychologique, sociale ou spirituelle, à l'origine de cette souffrance. Sur le plan physique,
La demande de mort peut être liée à des douleurs mal équilibrées, des nausées, des vomissements, des troubles du transit, une grosse insomnie, etc. Sur le plan psychologique, la personne faisant la demande peut être enlisée dans une dépression, très souvent non diagnostiquée, donc non traitée, ou alors sous l'emprise d'une souffrance psycho-existentielle avec perte de sens, présence de peur, peur de la dépendance, peur de devenir un poids pour sa famille, la société, peur du regard de l'autre finalement. Et là, sur ce deuxième point, on voit bien que c'est un problème de positionnement de la société tout entière, à travers le regard qu'elle propose, le regard qu'elle porte sur de telles personnes, sur la maladie, la dépendance. Il y a donc un gros travail à faire. Justement, au plan socio-familial, la demande peut être consécutive à un sentiment d'isolement, d'inutilité, ou sur la base d'un conflit familial, de problèmes financiers, problèmes d'héritage, etc. Voilà pour le deuxième point. Recherche d'une cause sous-jacente à la demande. Troisièmement, évaluer l'anamnèse de la demande, c'est-à-dire la chronologie de la demande de mort. S'agit-il d'une posture existentielle ancienne? La personne est-elle membre de l'ADMD? Ou s'agit-il plus simplement la conséquence d'un élément déclencheur? Y a-t-il eu un élément déclencheur de la demande d'euthanasie? Une chute, une fracture, une perte brutale d'autonomie, un épisode de laryngospasme, d'étouffement anxiogène, une fausse route, un xème aller-retour aux urgences qui n'a servi à rien, etc. Très souvent, la demande d'euthanasie est déclenchée après un facteur déclencheur que n'a pas supporté le patient, à un instant T, et qui a motivé cette demande. Il s'agira ici donc de temporiser, car bien souvent, ce sont des demandes coup de gueule, des demandes ras-le-bol, lors d'une phase aiguë, particulièrement difficile à vivre, à un instant T, mais qui ne dure pas dans le temps. Donc troisième point, recherche d'un facteur déclencheur. Et quatrièmement, évaluer la notion d'ambivalence de la demande, c'est-à-dire le caractère changeant de la demande et rechercher les intentions paradoxales. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avons accompagné une personne dans le cadre de notre association de soins palliatifs qui était en demande d'euthanasie, mais qui souhaitait également à tout prix se faire vacciner contre le Covid, chose que nous lui avons fait. Quand je lui ai demandé pourquoi voulait-elle se faire vacciner, elle m'a répondu que c'était pour continuer à pouvoir voir ses petits-enfants qui lui apportaient beaucoup de joie, beaucoup de vie, etc. Donc à la fois désir de mort, désir d'euthanasie, et à la fois désir de vie, désir de relation. Donc voici un exemple d'ambivalence. Cette notion traduit d'ailleurs toute la complexité de l'être humain et toute la complexité de ses demandes. Petit rappel philosophique, l'être humain est un être qui est capable de vivre l'indétermination. C'est ce qui fait sa force et c'est ce qui permet justement le mouvement de liberté et de responsabilité, à la différence de l'animal ou du robot déterminé par son instinct ou son code informatique. L'être humain possède un code génétique, mais une capacité d'adaptation, une indétermination par rapport à celui-ci. Et l'ambivalence est donc la résultante de cette notion d'indétermination et de liberté. Fermons la parenthèse philo. Voici donc les 4 points d'analyse d'une demande d'euthanasie. Une fois l'analyse effectuée, comment l'accompagner concrètement? Je vous propose ici encore une démarche d'accompagnement en 4 temps. Premièrement, expliquer au patient que sa demande a bien été entendue, écoutée, mais qu'il est nécessaire et médico-légal de prévoir une temporisation, un délai de réflexion. Pourquoi? Eh bien, premièrement pour évaluer le degré d'ambivalence évoqué ci-dessus, et deuxièmement pour mettre à distance un éventuel élément déclencheur, si élément déclencheur il y a eu, une chute, un essoufflement, etc. Deuxième temps de l'accompagnement, adapter les traitements médicamenteux et axer sur les symptômes réfractaires
qui sont parfois à l'origine de la demande de mort. Si douleur, augmentation des antalgiques, des morphiniques, etc. Utilisez toutes les techniques antalgiques disponibles, et pensez notamment à l'analgésie péridurale et intratécale, trop peu utilisée, trop peu connue. Si angoisse ou insomnie, proposez une anxiolyse ou une sédation intermittente, de répit, proportionnée aux symptômes. C'est-à-dire proposer au patient de le faire dormir sur des laps de temps bien circonscrits pour qu'il puisse se reposer et avoir des instants de répit, etc. Troisième temps de l'accompagnement, adapter le traitement non médicamenteux en suivant deux grands principes. Recréer du lien par la présence de bénévoles, un soutien psychologique, des techniques de relaxation, d'hypnose, de l'ergothérapie ou de la psychomotricité, et redonner du sens à travers la notion de relation, entretien de la relation, activité axée sur la créativité, art-thérapie, musicothérapie, et réflexion sur la notion d'éthos, donc de travail sur la posture à adopter vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de la maladie. On peut proposer également une approche par logothérapie, un accompagnement spirituel, etc. Et pour finir, quatrième temps de l'accompagnement, réévaluer la demande d'euthanasie après cette période de temporisation centrée sur la recherche d'une adaptation médicamenteuse et humaine. Dans la plupart des cas, la demande de mort ne sera pas réitérée, car la personne aura été écoutée et accompagnée au plus proche de ses besoins, de son confort. En appliquant cette analyse en 4 temps et cette démarche d'accompagnement en 4 temps, la demande de mort cessera dans la plupart des cas. Donc sur les 0,02% des Français en fin de vie qui feront une demande d'euthanasie, une personne sur 200, la plupart seront pris en soin de manière adaptée. Alors si la demande persiste, il faut bien sûr continuer à cheminer dans la réflexion avec le patient, travailler ensemble à la construction d'un projet au plus près de ses priorités et de ses besoins. Il peut être évoqué des LATA, limitation ou arrêt de traitement actif. Par exemple, discuter avec le patient de l'arrêt des traitements inconfortables, les anticoagulants, une nutrition non adaptée, une ventilation non invasive, des antibiotiques peu utiles, etc. Et peut-être réfléchir à la possibilité de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc d'endormir le patient de manière continue et profonde jusqu'à ce qu'il meure. Après toutes ces réflexions et démarches de temporisation et d'ajustement, peut-être restera-t-il quelques personnes, par exemple 0,001% des personnes, qui persisteront dans leur demande. Ils nous renverront donc à la réflexion sur la notion d'exception d'euthanasie, c'est-à-dire déroger à la loi exceptionnellement et permettre exceptionnellement l'acte d'euthanasie. Mais c'est un autre sujet, avec un double risque qu'on ne développera pas ici, le risque de dérive et le risque philosophique. Peut-on autoriser un être humain, même exceptionnellement, à donner la mort à un autre être humain? Dans ces cas très exceptionnels, la réponse qui nous semble être la plus adaptée et évitant les écueils philosophiques et minimisant les dérives éthiques serait plutôt la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je vous laisse sur ce terme un peu barbare de sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est une technique de sédation devenue un nouveau droit du patient atteint d'une maladie grave et incurable. Dans certaines conditions de maladie très évoluées, où le pronostic est engagé à court terme, le patient peut demander à être endormi de manière profonde jusqu'à ce que la mort survienne. Nous aborderons la question de la sédation dans un prochain épisode, une prochaine vidéo. Mais avant cela, je vous proposerai une vidéo sur la conscience, car cette faculté qui nous caractérise est à bien définir pour comprendre les enjeux de la sédation. Merci bien sûr pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.